Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le temps sera-t-il au beau fixe demain? Découvrons-le ensemble à travers la météo. Voilà, c'était donc la météo qui nous a emmenés à Alada. Voici le menu de ce grand rendez-vous avec les aléas de la vie. L'être humain a tout fait d'être stressé, un stress qui peut impacter la vie de couple. Avec l'expert, on s'intéresse aux conséquences justement d'une mauvaise gestion du stress sur la vie de couple. La série sur la migration se poursuit avec autant savoir et c'est au tour du sociologue de revenir sur le regard que notre société porte sur ce phénomène. Le rendez-vous du grand rendez-vous ne sera pas manqué avec Amandine Agnambossou. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Comment allez-vous donc? Ça va très bien. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Au menu du 19h45 ce soir, la rencontre intergénérationnelle des médias. C'est un moment de partage et d'échange entre professionnels des médias. La thématique abordée est relative aux défis des médias face au pouvoir de l'argent. Journée du volontariat français, l'événement a été célébré ce 30 octobre à l'Institut français de Cotonou. Le thème retenu cette année, volontaires et citoyens du monde. Et puis, les poulets sont connus pour manger un peu de tout, mais il faut trouver le bon équilibre pour les maintenir en pleine forme. Comment nourrir la volaille? La réponse dans le 19h45. Voilà un menu alléchant que nous avons avec vous, Amandine Agnambossou. On a hâte de vous revoir à 19h45 en attendant le grand rendez-vous. Lui-même se poursuit avec le premier plateau. Voilà, vous l'avez compris, l'expert du jour est déjà à nos côtés. Marcel Effon, d'ailleurs, j'ai échangé avec lui et avec lui, on parle aujourd'hui de la mauvaise gestion du stress, conséquences sur la vie de couple. Marcel Effon, vous êtes coach motivateur. Absolument, oui. Merci Agnat et merci aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé parce que nous avons quand même un sentiment de fierté. D'autant plus que tous les jours, on est contacté par les téléspectateurs qui sont émus et qui témoignent de combien alors la chaîne de télévision est en train de changer leur vie à travers les conseils et les formations gratuites qu'ils reçoivent. D'accord. Alors, le stress aujourd'hui, on n'en parle pas assez et pourtant on est tous sous stress parce que la gestion du quotidien nous amène à être sous pression. Et quelles peuvent être les conséquences sur la vie de couple, justement, Marcel Effon? Oui, actuellement, en abordant la question du stress et la vie des couples, on va dire peut-être des choses auxquelles on n'est pas habitué, mais on n'a pas le choix parce que c'est des choses réelles que nous vivons
Et ces derniers moments, j'ai eu beaucoup à rencontrer dans des séances de coaching, aussi bien avec des individus qu'avec des couples, beaucoup de problèmes mais qui sont liés au stress que des gens vivent dans leur quotidien et qui ont des impacts très négatifs sur leur vie de couple. Et le plus grand impact aujourd'hui, c'est que le taux des questions liées à la faiblesse sexuelle. Chez l'homme? Oui, chez l'homme également, chez la femme, c'est relatif. Faiblesse sexuelle chez la femme? Bon, on peut trouver d'autres... Oui, problème de aussi. sexualité. On peut trouver d'autres expressions pour cela. Un peu de frigidité chez les femmes. Alors ça devient de plus en plus courant. La simple raison, c'est que les gens ne sont pas toujours contents des résultats qu'ils produisent. Ils veulent davantage produire. Et le patron veut davantage avoir de résultats parce que l'environnement est celui qu'il est. Donc du coup, en partant même du boulot, avec autant d'énergie qu'on a déployé, autant d'engagement, on n'est pas totalement satisfait de ce qu'on a fait. Donc le stress du boulot... Et si à la maison, on veut faire payer? À la maison, naturellement, que vous le veillez ou non à la maison, vous payez le prix. Parce que l'une des choses qu'on a remarqué, c'est que ce stress, qui est un facteur parfois psychologique et émotif, parce que lorsque les gens n'ont pas réussi à produire le résultat qu'il faut, en rentrant au point de vue émotionnel et psychologique, ils restent engagés par rapport au travail. Ça fait que... il n'a pas rompu le lien. Il n'a pas rompu le lien avec le travail. Comme le disent d'autres, il continue de pédaler dans la tête quand bien il a quitté le boulot. Donc du coup, monsieur ou madame qui attend à la maison son partenaire, quand c'est le cas de l'homme qui doit rentrer, sa femme qui l'attend, quand c'est le cas de la femme, son homme qui l'attend, alors il revient, comme on le dit souvent, l'éléphant vient alors fatigué, le gorille est fatigué. Le gorille est fatigué, on attend tellement de lui, mais il ne peut que donner ce dont il est capable. Il mange et puis il dort. Il mange et puis il dort, comme la plupart du temps. Il regarde à la télé, il regarde la télé, on attend, on a fait une très belle toilette pour lui. Parfois même le repas, il n'y touche pas. Parfois, il ne touche pas le repas parce qu'il est fatigué émotionnellement, mais physiquement aussi, il est épuisé. Alors voilà le monsieur qu'on dépose dans le lit qui n'est plus bon à rien. Une fois, ça peut être compréhensif. Deux fois, c'est compréhensif. À partir de 3 fois, à partir de 3 fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous imaginez que c'est votre partenaire, vous êtes la femme et le gars il revient comme ça un jour, mais vous n'en pouvez plus. Alors on commence à poser le problème de la faiblesse sexuelle dans le foyer, mais qui n'est rien d'autre que le stress que monsieur continue de trimballer du boulot pour la maison. Donc ce n'est pas un problème de santé? La plupart du temps, oui, la plupart des cas aujourd'hui, ce ne sont plus des problèmes de santé, mais c'est beaucoup plus des problèmes liés alors à la psychologie. Et comment ça se règle? Comment ça se règle? Ce que je demande aux gens, d'abord, c'est de commencer à identifier le problème. La perte de libido d'un partenaire dans le couple, on devrait pouvoir identifier le problème. Lorsque vous avez votre partenaire, votre mari, qui rentre tout le temps fatigué dans ces états-là, plutôt que de lui en ajouter, alors c'est d'avoir le temps de chercher pour savoir est-ce que c'est lié à son stress au boulot. Et généralement, c'est lié au stress. Mais la femme, je dis, ça peut être la femme comme l'homme, parce que ça peut arriver que la femme soit suffisamment stressée au boulot et que l'homme qui a relativement... Mais la plupart du temps, les femmes qui rentrent chez elles, elles se disent à la maison, on s'occupe de la maison. C'est peut-être les hommes qui n'arrivent pas toujours à faire on ne va pas faire ce procès parce que... Non, ce n'est pas un procès, mais comme vous le dites, il faut savoir poser le problème pour pouvoir trouver la solution. La solution. Voilà. Si on a peut-être un pourcentage plus élevé de femmes qui arrivent à le faire, comment est-ce qu'elles y arrivent? Peut-être ces astuces aussi peuvent être partagées avec les partenaires masculins pour qu'on ait l'équilibre et l'harmonie. Oui, malheureusement, le problème, c'est que l'homme, dans la relation sexuelle, pour le cas d'espèce dont nous parlons, l'homme est l'actif. L'homme est actif. Il est plus actif de toutes les façons, plus que la femme. Et c'est un muscle. Alors, lorsque vous êtes stressé, vous êtes au point de vue émotionnel abattu et que vous n'avez plus vos âmes, alors ce muscle-là n'arrive plus à être au rendez-vous. Et quand ce muscle n'est pas au rendez-vous, le comble est que madame attend sur pied de guerre, il va encore revenir ce soir et dire qu'il est fatigué, et il va dormir, repartir le lendemain comme d'habitude. Ça devient une menace et cette menace vient s'ajouter maintenant au stress habituel. Donc monsieur ne sait plus où donner la tête. Un problème qui est un problème psycho, alors émotionnel, alors ça devient un problème physiologique.
Oui. On fait très bien la Non, mauvaise chose. Peut-être que c'est juste la maison. Peut-être que s'il le faisait ailleurs, c'est peut-être aussi ça. Oui, mais c'est là où je dis on fait très bien la mauvaise chose. Le problème est clair. Quelle est la solution pour la femme dans ce cas-là? Oui, la solution pour la femme, c'est d'abord de faire partie des gens qui recherchent la solution pour le problème. D'accord. En commençant à être posé, en commençant à dire, OK, quand même au début, quand on a commencé à vivre ensemble, mon partenaire n'était pas ainsi. Et il est vrai, ses responsabilités ont augmenté au boulot, il est de moins en moins disponible, il n'a plus du temps, alors qu'est-ce qu'il devrait pouvoir être à la base de ce problème? En posant le problème comme ça fait que, plutôt que d'être braqué, quand monsieur est en train de rentrer, alors on l'accueille très bien pour descendre le stress, pour lui faire comprendre en réalité que oui, la journée de travail est terminée et il va falloir maintenant qu'on crée un environnement où on se sente à l'aise, où on s'offre du plaisir et il y a beaucoup de conditions, où il y a beaucoup de choses pour créer cette harmonie, ces conditions-là. Mais si vous ne prenez pas ou si vous ne devenez pas alors la solution et que vous continuez à rester dans la peau ou dans la position de celui qui est braqué, de celui qui accuse de toutes les façons, ça fait longtemps que je le sollicite et il ne réagit pas, il ne dira pas plus tard que c'est moi le problème, j'ai mes preuves. Alors quand vous rentrez, alors dans cette position, vous commencez à justifier que vous n'êtes pas le problème. Certes, vous n'êtes pas le problème, mais quand vous vivez ensemble, on vit pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas le problème qu'on ne peut pas aider à résoudre le problème. On peut ne pas être le problème et être la le solution, oui. mais ça dépend de la position que vous prenez. Oui. Lorsque vous prenez la position face à la même situation, en considérant que oui, de toutes les façons, moi je lui ai tout le temps montré que je suis prêt. Et je l'attends à chaque fois qu'il rentre à la maison. Et j'ai les preuves. Alors il ne dira pas alors que c'est moi le problème. Ça veut dire que vous avez quitté le cercle qui permet de venir à la solution à ce problème précis. Et ce que je demande aux partenaires dans ce cas-là, c'est de commencer à se dire oui, je ne suis pas le problème est au boulot, mais je peux être la solution. Et comment est-ce qu'on peut être la solution? C'est de commencer à créer des conditions pour que ce monsieur qui a peur de rentrer, vous savez, ce stress devient grand. J'ai rencontré des partenaires qui m'ont témoigné, Marcel, lorsque je prends ma voiture, je suis au portail de ma maison, je n'ai aucune envie de rentrer. Parce que j'ai peur que madame recommence à me solliciter, que je ne sois pas à même de la satisfaire. Il préfère alors guetter le portail jusqu'à ce qu'il soit rassuré que madame dort déjà profondément et il rentre, comme naturellement on sait qu'il doit être au boulot encore à 7 heures, alors il joue le jeu jusqu'à 6 heures, il sort de la maison pour justifier. Et ça devient psychologiquement plus grave lorsque monsieur vient au point où il commence à fuir sa propre maison. Il y a beaucoup de cas comme ça. Alors vous devez comprendre, lorsque votre mari commence à fuir la maison, ça veut dire qu'il y a un problème. Surtout lorsqu'il y a ce problème qui est lié. Justement, la femme, elle ne fuit pas. Hein? Non, la femme ne fuit pas. Vous savez, j'ai l'habitude de dire dans des séances de coaching individuel, et la maison appartient d'abord à la femme. Ok? Vous êtes l'homme. C'est pour ça qu'on dit sous nous glegbenou. Oui, comme chez nous, on dit sous nous glegbenou et nous aussi. Et la maison appartient à la femme. Quelles que soient les intempéries, lorsque la femme décide que le foyer reste, alors le foyer reste. Mais quels que soient les efforts de l'homme, lorsque la femme décide que ça va se casser, ça se casse toujours. Donc pour vous, donc, la solution c'est d'abord la femme. Je ne dis pas toujours d'abord la femme, mais la femme doit s'offrir en solution plutôt que d'ajouter à ce stress. Alors avec vous demain, si vous permettez, ou le mercredi prochain, parce que là, le temps qui nous était parti est terminé, on va parler de comment est-ce qu'on peut créer cette harmonie à la maison pour combattre le stress. Pour combattre le stress qui est à la base aujourd'hui de beaucoup de problèmes sexuels que nous mettons sur l'angle alors des problèmes psycho-émotionnels. Merci à vous Marcel Effon, c'était un plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Donc on vous reçoit avec plaisir mercredi prochain. Beaucoup de plaisir, on n'a pas les plaisirs sur ce plateau. Plaisir à Dieu, Inch'Allah. Plaisir à Dieu, Inch'Allah, vous faites bien de le dire. On passe plutôt à un autre plateau. À présent, le plateau d'Autant Savoir. Voilà, mesdames et messieurs, le plateau d'Autant Savoir s'installe. Mais avant qu'on ne puisse vous présenter nos charmantes invités sur ce plateau, je vous invite à suivre ce reportage.
les panafricaines vont se mobiliser pour changer le regard de la migration à travers tout le continent. Elles vont se mobiliser pour la jeunesse en errance. Ces jeunes qui traversent la Méditerranée, on parle de ces embarcations de fortune en permanence. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous journalistes? Qu'est-ce que l'on dit? On donne des chiffres. C'est plus comme ça. Nous, panafricaines, nous parlerons à partir de ce jour de la migration d'une façon totalement différente. Nous allons casser les mythes, nous allons chercher les bons chiffres et nous allons les transmettre. Nous, panafricaines, nous allons également travailler sur la sécurité alimentaire. Parce que oui, notre continent est touché par les phénomènes climatiques et c'est le continent qui pollue le moins. Pourquoi nous n'en parlons pas? Donc c'est à nous, journalistes, de nous engager sur toutes ces thématiques et de les porter. Et voilà, nous avons sur ce plateau une journaliste panafricaine, c'est d'ailleurs elle qui nous a ramené cet extrait que j'espère que vous avez apprécié. La réalisatrice a déjà levé le coin de voile sur notre invité, Karamata Ouattara. Bonsoir. Bonsoir Agnès Bello, je remercie aussi par la même occasion les amis téléspectateurs du Grand Rendez-vous. À vos côtés, une journaliste qu'on ne voit pas toujours sur BB24. Comment vous allez, Evelyne Sagoura? Très bien. Agnès Bello, bonsoir aux chers téléspectateurs. Alors sur ce plateau, vous avez deux profils, journaliste mais aussi juriste. On va avoir le regard du juriste justement sur la migration. Aujourd'hui, nous nous intéressons à comment est-ce qu'on peut changer le regard sur le migrant, surtout le migrant africain. Karamata Ouattara, c'est de ça que vous avez débattu en long et en large. Près de 200 journalistes qui ont discuté autour de cette thématique. Est-ce que vous avez l'impression que nous, journalistes, nous nous rendons compte du fait qu'il faut véritablement changer le regard sur la migration? Merci beaucoup Agnès Bello. Il faut commencer déjà par dire que pendant longtemps, nous journalistes africains, quand il s'agit de ces questions sensibles des migrants, on n'avait pas l'information première, c'est-à-dire quoi? L'information nous venait par les dépêches traitées pour la plupart par des Occidentaux, des Européens. Et qu'est-ce que le journaliste africain lui faisait? Il prenait et il relayait. Alors désormais, les panafricaines, cette initiative que je salue au passage, les panafricaines, et je crois que vous avez entendu l'initiatrice de ce creuset, de ce mouvement, c'est que désormais, les Africains et plus particulièrement les femmes journalistes d'Afrique, on va s'approprier notre réalité, notre vécu, parce que quand on parle de migrants à la base, aujourd'hui, on ne voit que l'homme à la peau noire, qui va à la conquête de l'Eldorado, que malheureusement, il ne retrouve pas chez lui. Encore que là, c'est une autre thématique qu'il faut chercher à donc creuser. Donc désormais, il ne sera plus question de ça, Agnès Bello. Il va s'agir désormais à nous journalistes d'aller chercher, d'accord, d'aller, puisque déjà nous côtoyons cette actualité, cette réalité, c'est nous qui la vivons, donc on saura mieux dire les choses telles qu'elles se présentent. Il ne s'agit pas de voiler, de cacher, c'est-à-dire de faire voir l'autre visage pour faire miroiter. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais de dire les choses vraies, les choses telles qu'elles se présentent, parce que nous avons vu que pendant longtemps, on a galvaudé, on a traité les migrants autrement, pas vraiment très bien, quoi. D'accord. Oui. Merci à vous, Karamata Ouattara. Alors, Evelyne Sagoura, dites-nous que peut-être le rôle du journaliste qui a vraiment envie de changer le regard que l'on porte sur ces migrants-là. Le rôle du journaliste, merci à Agnès Bello, je dirais que c'est, en fait, le rôle du journaliste, en réalité, c'est d'informer. Donc, c'est d'apporter l'information qu'il faut, l'information réelle sur la question aux téléspectateurs, en tout cas à la population, à l'opinion, pour un peu changer les choses. C'est vrai, quand on parle, comme Karamat l'a dit tout à l'heure, quand on dit migrants, tout de suite, on est sceptique, on est réticent, on est méfiant, justement, c'est ça le mot. On est méfiant, mais derrière la migration, beaucoup d'autres choses. D'accord. Sur ce plateau, nous avons reçu un économiste, nous avons également reçu un démographe. Et l'économiste a dit que la plupart du temps, le migrant, il apporte et à son pays d'origine et au pays qui l'accueille, Karamata Ouattara. Quand on parle un peu de la migration au niveau de l'Afrique, si vous quittez par exemple le Bénin pour le Sénégal, vous travaillez dans ce pays, vous apportez de la plus-value à ce pays, mais vous envoyez aussi des défis
au pays que vous avez quitté. Pourquoi est-ce qu'on ne relève pas aussi ces bons côtés-là? Alors, vous arrivez à créer de la plus-value au pays qui vous accueille, qui vous reçoit, si, entre-temps, les autorités de la place vous avaient donné ou avaient créé pour vous un espace propice. Voilà, un cadre, voilà. Un bon cadre. Malheureusement, ce cadre n'a quasiment jamais existé. Et je pense que c'est cela même désormais, ce cheval de bataille-là que ça dépend peut-être du type de migration. Si c'est une migration choisie, si par exemple vous avez été appelé pour un poste dans un autre pays, là c'est une migration beaucoup plus ciblée. On ne voit pas ça. D'accord. On ne voit pas ça. On a tout le temps. C'est pour ça que j'ai dit, pendant longtemps, on a maltraité le migrant. Le migrant, c'est celui-là qui est mal vu, il est mal perçu. Comment devrait le traiter alors? Ah, mais le migrant, à la base, vous savez, l'Africain à la base a été, il est celui-là qui aime se déplacer, voyager. Quand on dit aujourd'hui que l'Afrique est le berceau de l'humanité, pendant longtemps, on nous l'a appris à l'école. Il fallait quand même bouger, passer d'un point A à un point B pour pouvoir créer, découvrir l'Europe, découvrir les États-Unis, ainsi de suite, pour pouvoir l'occuper. Et là, nous avons les 5 continents que nous connaissons. Donc à la base, c'était déjà dans nos gènes, dans nos habitudes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va refuser à l'Africain le droit de bouger, d'aller découvrir. Non. Et quand mais est-ce qu'il ne faut pas réglementer la chose? C'est peut-être avec vous. Et quand vous parlez de plus-value, avant de laisser la parole à Evelyne, ma consoeur, mais c'est déjà de dire que pourquoi pas? Le migrant aujourd'hui, il peut créer de la plus-value. Le migrant, encore que le migrant, il faut savoir choisir le mot, quoi. C'est parfois péjoratif. Quand on dit migrant, c'est à croire que voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de source. C'est-à-dire, exactement, il n'a pas, il sait pas d'où il vient. C'est ça, il sait pas d'où il vient. Comme vous y allez. Il sait pas d'où il vient et le point de chute, il n'en a aucune idée parce que les gens aussi qui le reçoivent ne sont pas prêts à bien l'accueillir. Donc du coup, il est là, sans boussole, sans rien, alors que si on reconsidère le migrant, ou les migrants si vous voulez, franchement, ils peuvent apporter beaucoup de choses, non seulement au pays qui les accueille, mais aussi à tout le continent, parce que c'est aussi ça le panafricanisme. Et nous, en tant que panafricaine, parce que ça a été moi ma première rencontre, c'est vrai, c'est la 2e édition cette année, les panafricaines se veulent donc être les ambassadrices, les porte-voix, des sans-voix en Afrique, défendre la cause de l'Afrique. Et quand on parle aussi cause de l'Afrique, c'est cette question migratoire qui a été pendant 48 heures au cœur des échanges avec, nous avons eu, je crois bien, 7 à 8 ateliers. D'accord. Oui. Alors, Evelyne Sabourin, moi je me dis, est-ce que pour changer le regard sur le migrant, cela ne passe pas aussi par une forme de réglementation, un cadre juridique défini, des lois, des décrets, des articles de loi qui encadrent un peu cette mobilité-là du migrant africain? Avant même qu'on arrive aux côtés de loi, il faut dire que nous vivons aujourd'hui dans un monde planétaire. Qu'on le veuille ou non, il y aura de la migration. Mais le problème est que c'est de l'Afrique, on a un regard un peu malveillant du côté de l'Afrique, parce que l'Afrique est là, mais les Blancs, ils migrent de chez eux, ils viennent chez nous, il n'y a pas de problème. Et quand ça se présente sous cette forme, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. Mais quand c'est l'Africain qui y va, on trouve qu'il y a un problème. Voilà. C'est là le problème, c'est même pas une question. Aujourd'hui, par exemple, dans la CEDEAO, on parle de la libre circulation des personnes et des biens. Pourquoi on ne peut pas parler de ce sujet-là, par exemple, au plan mondial? Parce que j'ai le droit de me déplacer où je veux. Maintenant, il n'y a pas... Aujourd'hui, on a besoin de boulot, on a besoin de travailler, on a besoin de tenter aussi sa chance ailleurs, mais on ne peut pas nous mettre dans une carapace et dire qu'on ne va pas bouger. Mais si le problème, c'est sur un autre continent, revenons un peu en Afrique, est-ce qu'au moins, si on a pu avoir la libre circulation au niveau d'un espace comme l'espace de la CEDEAO, ce n'est pas possible qu'au niveau de l'Union africaine, peut-être qu'on prenne une décision qui permette aux Africains de migrer d'un pays
pays vers un autre sans vraiment se sentir mal à l'aise, sans se sentir étranger. Non, mais il faut que, ce que vous dites, c'est pas que c'est impossible, mais il va falloir que les États ensemble décident de quelque chose. Oui. C'est ça, mais c'est souvent les pays, je ne les étiquette pas, mais c'est souvent les pays développés qui sont un peu sceptiques. Si c'est pour avoir l'Africain à côté de soi, on est sceptique, mais si c'est pour, excusez-moi le mot, comment on dit, piller l'Afrique, on est prêt. On n'a que des défenseurs de l'Afrique sur ce plateau. Mais je pense, on a reçu un invité aussi qui en a parlé, le professeur Olonkou, qui dit que la plupart du temps, ces Africains, même quand ils sortent de leur pays, ce n'est pas forcément pour arracher l'emploi des mains de ces autochtones-là, de ces populations autochtones. Parce que parfois, ils se huent vers des métiers que les autres ne veulent plus faire. Quand vous prenez la plonge, quand vous prenez peut-être... je dis tout, je dis rien, babysitting et tout ça, oui, c'est pas forcément des métiers peut-être qui sont courus. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une forme de migration choisie dans ces cas-là? Pourquoi pas, Agnat Bello, migration choisie. Je reviens encore à ce cadre favorable. Il faut déjà que vous ayez une idée claire de là où on veut atterrir. Et c'est là, moi, j'en appelle donc à la présence d'esprit de tout un chacun de nous. Ne pensons pas que c'est forcément en migrant, en cherchant à quitter son pays d'origine, qu'on pense aller trouver un Eldorado. Ah non, je ne crois pas. Mais il y a des personnes pour qui ça réussit. On a des chiffres même. En 2014, on parle de près de 200 milliards de francs CFA qui sont rentrés au Bénin à travers la diaspora béninoise. Ça fait près de 10% du budget. Mais c'est les côtés positifs de la chose. Oui. C'est les côtés positifs les côtés positifs de la chose parce que, et c'est ça en recherche d'ailleurs, puisqu'on ne peut pas tout le temps, en tout cas, moi je dis, si je suis sûre d'une chose, c'est qu'on ne peut pas bannir l'immigration. D'accord. Ça, j'en suis très très claire, j'en suis sûre, c'est clair dans ma tête. Est-ce qu'il ne faudrait quand même pas la réglementer? Réglementer peut-être oui, l'encadrer peut-être oui, mais l'encadrer... non plus tout le monde et n'importe qui, il y a des frontières qui existent, et si des frontières existent, c'est pour pouvoir respecter la souveraineté du pays. On parle de migration africaine. Oui. L'unité africaine dont on prône, qu'on prône, doit passer aussi par là. C'est d'ouvrir les frontières. Un artiste l'a chanté. Il ne sert à rien de vivre en vase clos. Comme il le dit. Non, de vivre en vase clos. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment impacter ou rechercher ou tendre vers un développement concret. Mais justement, parce que j'aimerais aussi qu'on en parle. Le migrant, quand il bouge avec ses compétences. Quand il s'associe, il bouge avec ça. Voilà, imaginez quelqu'un qui a été formé au Bénin, peut-être à l'université d'Abomey-Calavi aujourd'hui, qui est devenu un grand spécialiste. Il paraît qu'à l'extérieur, la plupart des métiers les plus courus sont des Béninois. Donc, vous imaginez, c'est des choses qui apportent un plus dans ces pays-là. Si réellement, au niveau de l'Afrique, on sentait que les conditions sont bien définies, s'il y a des compétences au Bénin qui sont recherchées au Mali, on doit pouvoir bouger du Bénin pour le Mali sans forcément être inquiète, n'est-ce pas? Agnat Bello, les chiffres sont là, malheureusement, je les ai pas sur moi. Si ce plateau, on l'avait préparé vraiment, j'aurais... Oui, et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un mythe qu'on a pendant longtemps entretenu. C'est que quand on parle de migration, c'est africain de migration, c'est cet Africain-là qui quitte son Afrique et qui va conquérir ou qui va en Europe, en Occident. Mais ce n'est pas ça. La migration, c'est aussi intra-africain, c'est-à-dire c'est quitter le Bénin pour le Togo, quitter le Togo pour la Somalie, quitter la Somalie pour l'Afrique du Sud et ainsi de suite. Donc cette réalité ou cette information que pendant longtemps, les confrères et consoeurs occidentaux ont pendant longtemps relayé, alors là, nous, en tant que panafricains, aujourd'hui, on va essayer de changer la donne. Donc voilà, inviter les jeunes aujourd'hui à se dire qu'il y a de la richesse en fait chez nous, il y a de la richesse en Afrique. Ah oui, il faut juste qu'on ouvre les frontières, il ne sert à rien de bloquer pour que les jeunes puissent circuler facilement et pouvoir apporter de leurs connaissances au développement de Merci à vous, Karamata Ouettao, ce sera votre mot de fin. Vous avez représenté valablement les panafricains sur ce plateau. Alors, Evelyne Sagboran, votre mot de fin à vous en 30 secondes, ce serait quoi? Changer le regard sur le migrant africain. Est-ce qu'on peut y croire? On peut y croire et surtout, nous inviterons nos dirigeants à mettre la main à la pâte. C'est à eux en réalité la grande responsabilité. Puisque sinon, on aura toujours un regard, ça ne changera pas.
Merci Evelyne Sagboran, merci à vous Karamata Agbataou. J'ai eu un plateau autant savoir tout au féminin. Je porte la cause des femmes aussi sur ce plateau. Nous avons des panafricaines, nous avons une journaliste et puis une juriste. Machel Betoro qui est contente aussi. Parce que cette question de migration a tellement d'autres aspects plus importants et vu que nous sommes sur une chaîne de développement, si vous pouvez organiser d'autres plateaux, je crois, on verra bien la possibilité. Ce ne sera pas fait sans vous. Il n'y a pas de souci, on pourra offrir d'autres plateaux sur le sujet. Oui, merci, mesdames et messieurs. Donc, le rendez-vous est pris. Migration, on ne finira pas d'en parler sur BBV4. Il y aura encore d'autres plateaux. Nous allons passer au journal à présent. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Troisième édition des rencontres intergénérationnelles des médias, les journalistes se sont penchés sur les défis des médias face au pouvoir de l'argent. Promouvoir et développer toutes les formes d'engagement et de solidarité internationale et de volontariat, c'est l'objectif de la journée du volontariat français. L'édition 2018 est placée sous le thème « Volontaires et citoyens du monde ». L'alimentation du poulet a une grande incidence sur sa santé ainsi que la valeur nutritive de la viande. La nutrition des poulets est très importante et les éleveurs y sont sensibles. La nouvelle génération de journalistes puise dans l'expérience de l'ancienne génération pour construire des médias plus crédibles et suffisamment professionnels. L'événement qui a permis cette randonnée des acquis a eu lieu au siège du journal thématique Éduc-Action. C'était ce mardi. Les défis des médias face au pouvoir de l'argent étaient en débat à l'unanimité. Patrons de presse et journalistes ont posé le diagnostic. Les détails dans ce reportage signé Patrick Adjagbodjo. On ne peut pas penser que dans 4 ou 5 quotidiens, les journalistes puissent réfléchir et parler de la même façon et avoir les mêmes mots, presque les mêmes titres. Ce n'est pas possible. Le pouvoir de l'argent menace l'éthique et le respect de la déontologie dans les médias béninois. Le plagiat règne en maître et le professionnalisme est sacrifié au prix du mimétisme. Tous ici en sont conscients. Aujourd'hui, malheureusement, ces choses-là s'estompent. Malheureusement. Ali Idrissou Touré, ancien journaliste et correspondant, a fait ses preuves dans plusieurs agences de presse internationales. Il invite la nouvelle génération de journalistes à savoir s'y prendre face à l'argent. Il faut être extrêmement rigoureux avec soi vis-à-vis de toutes les puissances d'argent, les puissances politiques, si vous voulez rester journaliste. Parce qu'il ne faut jamais regretter d'avoir publié une nouvelle et regretter après. Il faut que l'information soit sûre, vérifiée avant d'être publiée. Ce plateau d'échange entre deux générations de journalistes se veut une autocritique entre professionnels des médias. Cette initiative du groupe de presse Éduc-Action ouvre le débat sur l'intégrité du journaliste béninois face aux influences des puissances politiques. Et même dans le temps où les contrats existaient, mais il y a tout le conditionnement de cet argent-là qui fait que le professionnalisme prend un coup. Le problème va toujours se poser en termes de ce que la liberté totale éditoriale ne sera pas de mise. Même si les contrats médias reviennent, est-ce qu'on va continuer toujours par loger nos parutions, notre profession, à l'aune de l'argent? Tout est là. Comment est-ce que nous allons pouvoir avoir des ressources pour fonctionner à bon escient tous ces organes que nous créons à tour de bras? Donc, le problème, nous connaissons, le diagnostic, c'est là. Mais comment est-ce que nous allons nous lever un jour pour dire et arrêtons, repartons sur de nouvelles bases? Les faits étant sacrés et le commentaire libre, le journaliste doit pouvoir faire la distinction entre informer
et communiquer. Face au pouvoir de l'argent, la conscience collective est sollicitée pour donner un nouveau souffle au quatrième pouvoir. Des pages spécialement réservées. Volontaires et citoyens du monde, c'est le thème de la journée du volontariat français célébrée ce 30 octobre à l'Institut français de Cotonou. Une occasion pour célébrer le partage des cultures, de multiplier les actions désintéressées aux côtés des populations béninoises et françaises pour une coopération au développement. Clotaire Awekou, Alexis Kenom. Le vivre et agir ensemble, c'est le credo du volontariat français. Et la célébration de la journée du volontariat français de cette année est une occasion d'enrichissement mutuel entre volontaires béninois et volontaires français, un credo de partage de culture et d'ouverture d'esprit à la découverte du service civique tout en se formant. Composante essentielle du développement durable, le service du volontariat s'appuie sur des actions désintéressées au côté des populations pour une coopération au développement. Ça a été un peu difficile au début au niveau de l'intégration, le choc culturel on ne pense pas qu'il est autant présent et finalement on s'y confronte, mais on finit au bout d'un mois par s'habituer, prendre ses marques, comprendre un petit peu la mentalité et la manière de parler pour être compris de tous au bout d'un mois. Donc là, ça se passe vraiment très bien. On est très bien accueillis, que les personnes sont vraiment positives et à l'écoute de ce qu'on peut apporter. C'est juste la manière dont on présente les choses qui change totalement en fait l'acceptation ou pas des Béninois par rapport à notre aide. C'est la manifestation de la coopération entre les États. Vous savez, l'Office béninois des services de volontariat des jeunes est en partenaire avec France Volontaire depuis 2016, et ce qui permet à des jeunes béninois, autant à des jeunes français, de connaître, de s'interchanger pour découvrir les cultures de nos différents pays. Pour les volontaires béninois qui partent en France, c'est premièrement la représentativité de la culture béninoise. Ils sont comme des ambassadeurs du Bénin en France qui témoignent de cette culture dans le domaine touristique, dans le domaine des ODD, dans le domaine de l'éco-citoyenneté et de manière générale dans le domaine de la coopération entre les États. Depuis 2005, plusieurs déplacements de volontaires français au Bénin et de volontaires béninois en France sont conduits pour une citoyenneté active de coopération. Une réciprocité dans le volontariat pour asseoir l'esprit de solidarité, le respect de l'autre, gage d'un progrès mutuellement partagé. Je l'annonçais dans les titres, la production de volailles occupe une place prépondérante dans l'économie béninoise. Toutefois, ces volailles sont constamment sujettes à des maladies qui nécessitent un traitement efficace pour ne pas perdre son poulailler. Comment bien nourrir les poulets pour les garder en pleine forme? Réponse dans ce reportage de Karamat Agbataou. Tout comme les hommes, les animaux traversent aussi des périodes de maladie. Et pour faire face à ces moments de baisse de forme, l'on a recours aux médicaments. Pour les éleveurs de volailles, les antibiotiques sont généralement la solution à tout. Un antibiotique, c'est une substance qui est destinée à détruire ou bien à contrôler la multiplication des bactéries. Les bactéries donc, sont des formes de vie qui sont responsables de plusieurs maladies chez les volailles et chez les humains. On doit utiliser si l'antibiotique est nécessaire sur des volailles qui sont malades, mais ce n'est pas systématique. Malheureusement, ces antibiotiques sont administrés aux volailles à tort ou à raison, les exposant à un phénomène appelé antibiorésistance, un véritable problème sanitaire qui dépasse même les limites des fermes. Si les éleveurs abusent de ce produit, l'un des problèmes est évidemment qu'ils ne seront plus capables de traiter leurs animaux au moment où ces animaux seront malades, d'où des pertes pour eux économiques ou des problèmes sanitaires parce que les maladies vont persister. Mais également, on a le risque qu'aujourd'hui, on voit que certains résidus de ces antibiotiques ou les bactéries résistantes qui apparaissent dans les élevages peuvent se transmettre à l'homme. Déjà l'éleveur lui-même, et puis
aux autres humains qui consomment ces produits si il y a persistance de ces bactéries dans les denrées alimentaires. Donc il y a un vrai risque, un problème de santé publique qui se pose et qui fait que nous devons avoir une approche raisonnée dans l'utilisation des antibiotiques en élevage. Les vétérinaires et les éleveurs sont donc appelés à collaborer. Au Québec, par exemple, l'utilisation d'antibiotiques requiert l'avis préalable d'un vétérinaire. Élever sans antibiotiques, c'est possible. Il faut beaucoup investir dans la prévention. Premier point étant donc la prévention, c'est éviter que les animaux ne soient en contact avec les maladies. Ça passe par la mise en place des mesures de biosécurité au niveau des fermes qui empêcheront l'animal d'être en contact avec les maladies. Ça passe par un programme de vaccination renforcé qui protège suffisamment les animaux contre plusieurs de ces germes-là. En France, selon l'Agence nationale du médicament vétérinaire et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les antibiotiques donnés aux animaux qu'on mange est un vecteur majeur de propagation de la résistance aux antimicrobiens, selon l'OMS et la FAO. Le Kenya veut augmenter ses expéditions horticoles vers les États-Unis. Dans le cadre de cette stratégie de diversification des débouchés, une délégation de responsables de l'industrie devrait rencontrer l'équipe de direction du département américain de l'agriculture ainsi que d'autres agences traitant des questions relatives à l'agriculture et au commerce. Les USA absorbent moins de 10% des exportations horticoles kenyanes malgré l'accès en franchise de droits de douane accordés aux pays d'Afrique de l'Est en vertu de l'AGOA. Le sous-secteur contribue pour près de 1,6% du PIB et emploie 500 000 personnes d'une manière indirecte. La Russie envisage de trouver des alternatives au dollar américain pour régler ses transactions avec l'Afrique. Une décision qui aurait pour objectif de protéger l'économie du pays contre des sanctions imposées par les États-Unis. Les États-Unis menacent désormais d'interdire les investissements dans les obligations souveraines du pays des SAR. En riposte à ces sanctions, la Russie a commencé à diminuer ses investissements dans les obligations américaines tout en augmentant le nombre de ces transactions en devises nationales. Le ministre russe des Finances a déclaré que le pays va désormais effectuer ses paiements non pas en dollars américains, mais dans leurs devises nationales et dans d'autres devises, dont l'euro. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Merci à vous, Amandine Agniambosso, pour ce 1945 qui était vraiment très intéressant. À présent, nous allons sur la toile pour d'autres actualités. Le président Patrice Talon a rassuré les investisseurs allemands au sommet du G20. Dans son discours ce mardi à Berlin, il a saisi l'opportunité pour mettre en valeur le Bénin. Certaines réformes permettent désormais au pays d'avoir un environnement économique et des affaires stables. Il s'agit entre autres de l'aménagement du marché du travail, du renforcement du secteur énergétique et de la propriété foncière. Selon le chef de l'État, la coopération entre le Bénin et le Nigeria est un atout pour les potentiels investisseurs. L'agence Ecofin nous apprend que les travaux de construction de l'autoroute de contournement de Ouagadougou ont été lancés ce mardi. Les frais de construction sont évalués à près de 181 milliards de francs CFA. Cette autoroute longue de 125 km va desservir 3 régions et plus de 9 communes et arrondissements. Ce projet sera exécuté par le groupe Ebomaf. Selon le maire de la ville, Armand Bewende, cette autoroute va rendre plus fluide le trafic routier et plus efficace le secteur économique. Le président libérien George Weah a été invité pour l'occasion par le président burkinabé Christian Kabouré. L'Éthiopie vient d'instituer le visa pour tous les pays africains.
à compter du 9 novembre prochain. Dès leur arrivée sur le sol éthiopien, les étrangers pourront obtenir leur visa. Le gouvernement éthiopien a rendu public l'annonce ce lundi. L'Éthiopie vient d'emboîter ainsi le pas au Rwanda. Pour le directeur de cabinet du Premier ministre, Fitsum Arega, cette mesure vise à faciliter l'intégration économique en Afrique. D'ici 2023, l'Union africaine espère consacrer la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit d'établissement à travers le continent. En Zambie, pour clôturer la revue web, la compagnie minière Gimfield a découvert une émeraude de 5655 carats dans la partie est de Kagem. Elle sera vendue aux enchères à Singapour en novembre prochain. Selon Elena Bassaglia, la richesse des couleurs et la transparence des émeraudes zambiennes sont uniques et la demande est croissante venant de l'Europe. Fin de l'actualité sur la toile, à très bientôt. Nous n'allons pas vous laisser sans la citation de ce soir. Et cette citation, elle nous vient du latin errare humanum est, perseverare diabolicum. Ça veut dire l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs.